Salut tout le monde, salut les dragons, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors cette fois ça va être une vidéo assez spéciale, mais cette fois ça va pas être du Wakfu dans le jeu, ça va être justement ma petite review et mon avis sur ce que j'ai pensé justement de cette saison 3 de Wakfu. Alors il y a énormément de choses à dire, déjà notamment des personnages, niveau dessin de la série, niveau histoire, etc. Il y a énormément de choses à dire et je pense que je vais pas réussir à faire tout le tour parce que c'est pas une analyse épisode par épisode, mais c'est plutôt une analyse globale. Donc déjà en premier temps, je vous dis qu'il risque d'y avoir du spoil et déjà c'est même sûr à 100%, c'est même pas un risque, il va y en avoir, c'est comme ça. Donc si vous voulez pas être spoilé parce que vous n'avez pas vu la saison 3, je vous invite à quitter cette vidéo immédiatement parce que sinon vous allez être spoil et une série où on est spoil, et bah, ça sert plus à rien de la voir. Donc voilà. Donc j'imagine à partir de là que si vous êtes encore sur la vidéo, c'est que justement vous avez que vous êtes justement des personnes qui ont vu cette saison 3. Donc premièrement au niveau des personnages, déjà grande réussite au niveau du développement de Hugo qui a pas mal évolué quand même. Surtout déjà au niveau physique, au niveau mental aussi parce qu'il est beaucoup plus mature qu'avant. Amalia, bah, toujours la petite princesse un petit peu folle dingue sur les bords, qui prend un petit peu les gens de haut, mais quand même grâce à Eleli, qui a été vraiment introduite dans cette saison 3, on peut voir au fait que Amalia et Eleli se prennent de temps en temps la tête parce que justement Amalia aime bien charrier Tristepin sur ses états d'âme, en fait, sur le fait qu'il pense qu'à se battre. Qui sait rien faire d'autre, qui ne sait pas réfléchir, etc. Et Eleli, elle est là à chaque fois pour lui rappeler que même si elle c'est une princesse, lui il a été un dieu. Donc elle lui doit quand même le respect. Et personnellement j'aime bien la petite touche d'humour qu'il y a avec Eleli en permanence, enfin quasiment en permanence. Parce que c'est un personnage que j'adore vraiment et que d'ailleurs j'aimerais bien qu'il soit vraiment introduit en tant que grand personnage badass de la confrérie du tofu. Parce que là à l'heure actuelle, on a plus l'impression que ce sont les mêmes en fait qui font justement tout le boulot. Donc personnellement moi je trouve que ça aurait apporté un gros plus d'avoir une Eleli vraiment badass, pas comme on le voit au dernier épisode quand elle commence à vraiment savoir contrôler ses pouvoirs du dieu Yop et qu'elle met une patate qui va détruire un membre au repos carrément, enfin sous sa transformation. Tristepin, alors là il y a un petit côté qui m'a un petit peu déçu, notamment dans cette saison 3, c'est que une fois encore il était mort, mais il a une fois encore, enfin il est encore une fois revenu à la vie, donc ça m'a un petit peu déçu ça, parce que en fin de compte on sait pas, mais on a l'impression qu'en fin de compte c'est comme si Tristepin s'amusait à use bug carrément, c'est clairement ça. C'est comme si moi je découvrais un bug sur le jeu au fait, et que je m'amusais à l'exploiter pour pouvoir revenir à la vie en permanence et ne jamais perdre des combats. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu con parce que la première fois il était mort. Mon accord, Rubilax l'a sauvé par erreur parce qu'il voulait prendre possession de son corps pour avoir sa propre liberté, etc. Il voulait se venger de Tristepin. Mais là on a un petit peu l'impression que genre si vous voulez, bah c'est un petit peu un use bug et un cheat au fait qui permet de rendre les Yop immortels. Et ça c'est dommage. Parce que déjà si t'es un dieu Yop de base t'es pas censé pouvoir mourir. Ou seulement mourir en étant coupé de tes fidèles, comme nous le dit d'ailleurs Echo dans cette saison 3. Et je reviendrai après pour Echo, donc voilà. Mais quand même ça fait un petit peu bizarre parce qu'on a l'impression en fin de compte que Tristepin est le personnage le plus badass de tout l'univers Ankama en fin de compte, parce que je sais pas, déjà c'est un dieu de base et en plus il est capable de revenir à la vie même quand il est pas sous sa forme divine, et qu'en plus il y a Rubilax pour le sauver, donc à partir de là, j'ai l'impression que niveau puissance, c'est assez chelou déjà. Flopin, j'ai été un petit peu déçu, euh, parce que tout simplement on ne le voit pas assez, à part je crois que c'est dans l'épisode 7 ou 8 si je dis pas de bêtises, il y a un épisode où bref il va se confronter à Toxine, la fille de la déesse Sram, ou du dieu Sram, je sais plus si c'est dieu déesse, je sais plus. Et justement c'est un des seuls épisodes où on le voit vraiment se battre et avoir son histoire qui est développée. Et moi j'aurais bien aimé genre que, déjà premièrement qu'il y ait 26 épisodes comme dans les autres saisons, mais j'aurais bien aimé que par exemple on nous
développe un petit peu Eleli, et de l'autre côté on nous développe un petit peu Flopin, parce que là dans l'histoire, on a eu vraiment pas beaucoup de scènes avec Flopin, où on voit qu'il se bat vraiment, où on voit qu'il est là pour quelque chose en fin de compte, parce que là moi je me rappelle que dans cette saison 3 d'ailleurs que j'ai regardé récemment, on voit d'ailleurs Flopin qui reste quasiment tout le temps aux côtés de sa mère, et qu'il, à part si sa mère est en danger, bah, il va rien faire d'autre en fait. Alors que Eleli, à son contraire, elle est un petit peu plus bagarreuse. Et c'est ce que j'avais justement reproché au personnage de Flopin, c'est qu'au fait il est trop passif dans la série, et je trouve qu'il mérite mieux quand même. Ensuite, concernant Évangéline, elle était beaucoup plus utile dans la saison 1 et dans la saison 2, on va pas se cacher là-dessus, hein, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Tout simplement parce qu'il y a une absence totale de combat de la part d'Évangéline. Alors bien sûr, il y a quand même le petit combat dans la saison, enfin dans l'épisode 1 qui va nous faire justement plaisir. Mais au-delà de ça, on trouve rien d'autre en fin de compte, parce qu'il y a beaucoup d'épisodes qui vont concerner justement soit l'accouchement d'Évangéline, de ce fameux Tristognon, qui a été justement introduit dans l'histoire, mais qui n'a pas en réalité de rôle, à part dans le scénario d'ailleurs, qui a un rôle assez bancal. Et sinon, c'est vrai que moi je m'attendais à mieux de la part du personnage d'Évangéline, parce que quelque part c'est un petit peu elle qui était l'opposé de Tristepin, mais qui était là un petit peu pour recalibrer le groupe en cas de besoin. Mais après, j'avoue que vu que la maturité du groupe en général a vachement augmenté, c'est vrai qu'il n'y en a vraiment plus trop besoin, j'ai envie de dire, parce que ils savent se gérer d'eux-mêmes, et voilà. Ensuite, concernant le personnage de Ruel. Alors là j'ai beaucoup aimé, parce que justement on voit bien dans l'épisode 3, d'ailleurs c'est un épisode que je vais revenir assez souvent je pense dessus dans cette vidéo, parce que tout simplement c'est un personnage qui a eu son histoire vraiment beaucoup développée, et ça m'a énormément plu. Donc moi personnellement j'ai beaucoup apprécié, surtout ce petit passage avec Harpagon, qui est en réalité sa femme. En fin de compte, il l'a laissé tomber parce que justement il voulait faire des économies, ça c'est typique de Ruel. Et ça m'a pas mal fait rire, j'ai pas mal aimé, mais par contre le petit défaut c'est que dans la tour des rêves de repos il est censé y avoir 12 dieux, mais en fin de compte on ne sait pas du tout qui est censé être le dieu limitrophe dans l'histoire. Est-ce que c'est censé être Ruel, est-ce que c'est censé être Harpagon? On n'a vraiment pas plus d'informations que ça, parce qu'en fin de compte, toute cette histoire-là, qui aurait dû être dévoilée justement dans la série, et ben, elle a été cachée par leur histoire d'amour. Donc du coup, ça fait qu'on a un petit peu sorti du sujet initial, et je trouvais ça un petit peu dommage. Concernant les dessins, alors, j'ai re-regardé les anciens épisodes de Wakfu, parce que je possède justement l'intégrale de la saison 1 et 2. Je trouve que quand même au niveau des dessins, on remarque bien que Dofus, le film, Livre 1 Juliette, est passé par là. Parce que le moteur de dessin est quasiment le même. À 90% près, hein, j'ai juste l'impression que les couleurs sont un petit peu plus vives dans cette saison 3. Mais autrement dit, c'est du Dofus tout craché, hein, au niveau de l'application des dessins, etc. C'est pareil que Dofus. Alors, après, il y a autre chose maintenant dont je vais vous parler, c'est à propos du scénario. Alors là, par contre, il y a énormément de choses que je n'ai pas vraiment aimé. D'ailleurs, ça va introduire le prochain personnage que justement, que j'avais envie de parler. Enfin, c'est à propos d'Adamaï. On nous a trop, et là je le dis vraiment en Kamasusi, c'est qu'on nous a vraiment trop vendu la mèche en nous disant que justement Adamaï allait être un ennemi super badass. Alors qu'en fin de compte, il est méchant juste par vengeance au fait envers Yugo. Et c'est vraiment à la fin de la saison qu'on apprend qu'il va se dire au fait, oui j'ai fait une bêtise, mais j'ai pas envie de détruire tout l'univers entier et même les dieux, donc du coup je vais me remettre du côté des gentils pour pouvoir m'opposer à l'ennemi principal. Et ça m'a pas mal déçu parce qu'on nous a vendu un Adamaï qui a été totalement refait justement physiquement et psychologiquement, donc on perd un petit peu ce repère. Et moi personnellement, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est justement de trouver
un petit peu ce côté Freezer de Dragon Ball Z dans ce personnage d'Adamaïla, parce qu'on voit bien qu'il est un petit peu psychopathe, hein. Déjà dès la première, dès le premier épisode, quand on voit qu'il va attaquer carrément Tristepin et sa famille dans sa maison, qui vont justement détruire sa maison avec Pooh. Ça m'a un petit peu fait penser à Freezer, parce que même si il essaye d'être noble dans le fond, et bah il est un petit peu psychopathe, et ça m'a vraiment dérangé beaucoup, même si j'avoue que ça aurait pu être intéressant, mais ils ont mal amené ça et ça m'a un peu déçu. Concernant maintenant le personnage d'Echo, vu que j'allais justement y revenir, ce personnage là, honnêtement j'ai été pas mal surpris, mais dans le sens agréablement surpris en fin de compte, parce qu'en fin de compte, si vous voulez, ce personnage était là à la base pour nous montrer un petit peu les idées de la fratrie, et elle a parfaitement réussi son boulot en fin de compte, hein. Moi je trouve qu'elle a parfaitement réussi son boulot, parce que quand elle nous dit que justement la fratrie est une guilde secrète qui est là pour protéger l'univers, enfin le monde des 12 principalement. Et d'ailleurs ça c'est un petit défaut d'ailleurs que j'ai reproché, mais c'est pas vraiment un défaut. Et ben justement on s'attend à ce que la fratrie de base dans cette saison 3 va se situer justement dans le monde des 12 et pas dans un univers parallèle créé par l'Elia Cube, qui d'ailleurs on sait même pas d'ailleurs comment elle était là. Donc je vais vous résumer un petit peu mon idée. Echo, normalement, c'est une des membres fondatrices de la fratrie, qui justement a pour but de veiller sur la sécurité du monde des 12. Elle soutient justement Oropo, qui est en réalité son petit ami, pour détruire les 12 dieux qui en fin de compte ne font pas bien leur boulot, parce qu'il y a énormément de dangers qui sont justement apparus sur le monde des 12 par leur absence. Et j'avoue que je trouve ça un petit peu bizarre, le fait que pour une guilde qui est censée protéger le monde des 12, ne pas du tout les voir dans le monde des 12 en fait, parce qu'ils sont uniquement présents, c'est dans la dimension de repos en fait. Et après il y a des petites incohérences scénaristiques qui n'ont pas été mises au clair, mais que je peux vous mettre au clair. Alors, pour les personnes qui m'ont déjà même dit en jeu ou sur des Discord ou autres que justement Oropo ne devrait pas être en possession de l'Elia Cube, alors je vais vous corriger immédiatement. Dans cette saison 3, il n'y a pas plus de détails sur cette histoire pour l'origine de l'Elia Cube que l'on voit justement dans cette saison 3. Mais il y a un petit détail à tenir en compte. Déjà, premièrement, les héliotropes ont été créés lorsque Yugo, déjà je resitue un petit peu le contexte, lorsque Yugo a justement touché les Dofus parce qu'il voulait retrouver son peuple, et que les Dofus ont déformé sa demande, donc du coup ont séparé son âme en plusieurs segments, et a incarné justement ces personnages-là sans hériter des avantages de Yugo. Par exemple, Yugo, vu qu'il est immortel, les héliotropes n'ont pas bénéficié de ça. Donc, oui, je sais, ça revient un petit peu à spoil pour ceux qui n'auraient pas vu cette saison 3 et qui seraient justement restés sur la vidéo. Hein, oui, toi, je te désigne du doigt. Donc ça voudrait dire que tous les héliotropes égale Yugo. Et ça, franchement, j'avoue que j'imaginais pas ça comme ça, j'ai été surpris. Mais après, je voulais dire que l'Elia Cube a une raison valable d'exister, même si on nous a pas donné de détails. Alors moi je vais vous expliquer ma petite théorie vite fait pour que vous fassiez un petit peu votre idée. Alors vu que les héliotropes ont été envoyés dans toutes les timelines possibles, sauf dans le futur, par Yugo, moi je pense au fait que si vous voulez, vu qu'il y a eu l'ère primitive avec l'attaque des méchasmes, l'âge des Dofus, l'ère du Wakfu, etc. Moi je pense que justement à ce moment-là, les héliotropes ont été renvoyés dans l'ère primitive, où genre Grugaluragran et Chibi, son frère, ont créé l'Elia Cube, et ces héliotropes-là ont réussi à avoir la connaissance nécessaire pour en créer un deuxième. Ce qui serait pas une explication fausse dans l'histoire, parce que si vous voulez, enfin même ça paraîtrait logique, parce que à mon avis, je sais pas, même je vois pas comment est-ce que
Oropo aurait pu faire pour récupérer l'Héliacube qui est actuellement dans la dimension blanche entre les mains de Balthazar. Enfin, je trouve ça totalement bête de dire que c'est en fin de compte juste l'Héliacube qui a été volé à cette dimension blanche, parce que ça tue un petit peu le scénario. Donc moi je sais pas, mais au bout d'un moment j'ai envie de vous dire les gars, si vous regardez cette vidéo, et vraiment si vous regardez cette vidéo, réfléchissez un petit peu à ce qui est dit justement dans la série et à ce qui est possible qui se passe avec ça en fait. Moi personnellement je vois que les héliotropes ont passé leur vie entière à étudier vraiment les connaissances de l'héliatrope d'origine, et donc ils auraient très bien pu récupérer assez de savoir pour justement avoir la connaissance nécessaire pour justement créer cet Héliacube. Et là ça paraît très logique. Vous n'êtes pas d'accord? Ouais, donc justement à ce niveau-là, moi je pense que l'Héliacube est une création encore à part de l'Héliacube d'origine qu'il y avait justement dans cette dimension blanche qui a été créée justement par Brugal Wagram et par Chibi. Je parle bien de l'Héliacube. Donc là, cet Héliacube, il appartient vraiment à Oropo. Et d'ailleurs, ça soulève encore plein d'autres questions. C'est par rapport au niveau de puissance. Alors, là, il y a un petit problème, parce qu'on nous a déjà dit plusieurs fois que l'Héliacube servait à multiplier la puissance du Wakfu qui était justement admise en fin de compte. Donc le Wakfu qui était à l'intérieur de cet Héliacube était multiplié. Donc c'est un objet qui stocke et qui renforce la puissance du Wakfu dans cet item. Mais dans ce cas-là, j'ai envie de dire que c'est complètement con et absurde, parce que si vous voulez, dans les Dofus de base, c'est censé être une source illimitée de pouvoir en fin de compte. Donc si t'as les 6 Dofus, logiquement t'es pire qu'un Shenron. Et honnêtement, je pense que, enfin, c'est assez glauque à dire, mais moi personnellement j'imagine que les Dofus soient une source illimitée d'énergie, et je comprends pas pourquoi Oropo ne les a pas fait absorber dès le début directement dans l'Héliacube, alors qu'il aurait pu clairement multiplier sa puissance mais par l'infini avec l'Héliacube. Ça j'avoue que c'est bête. Enfin, il y a plein d'explications comme ça où on n'a pas vraiment de réponse, on n'a pas vraiment d'idée. Et puis même là, dans cette saison 3, il y a encore autre chose qui m'a assez déçu, c'est notamment le fait qu'on nous ait pas vendu assez d'informations sur la dimension d'Oropo. Et moi, ça m'a vraiment posé problème, parce que à la fin de cette saison 3, on voit l'Héliacube d'Oropo qui explose, qui avale totalement la dimension d'Oropo, mais le souci c'est qu'on ne savait pas au début si c'était par exemple le Cosmos, le monde des 12 qui avait été avalé. On ne sait pas en fait tout ça, parce que le souci c'est qu'on nous a vraiment pas vendu la mèche, et que entre la transaction de l'épisode 2 et l'épisode 3, on n'a pas d'informations du genre, enfin la confrérie du tofu n'a pas dit genre on doit aller rendre visite à la dimension de repos pour aller récupérer Évangéline, Flopin, etc. Non, on n'a pas eu vraiment d'informations. La seule chose dans la transition qui s'est faite, c'est qu'en fin de compte, on a eu justement des potions de rappel qui ont été utilisées, mais j'ai envie de vous dire, les potions de rappel, c'est pas un élément clé permettant de savoir justement si vous avez changé de dimension ou pas, parce que déjà, proprement parler, même dans le jeu, la potion de rappel sert à se téléporter à des endroits différents, même dans d'autres univers et dans d'autres justement dimensions. Donc là, on n'a vraiment pas eu d'informations, et j'avoue que ça a porté un peu confusion. Et d'ailleurs, j'invite Ankama à se justifier sur la dimension en question qui a disparu, parce que on n'a vraiment pas plus d'informations que ça. Et à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment de confirmation de la part d'Ankama que ce soit vraiment uniquement la dimension de repos qui a été avalée par l'Héliacube. Donc moi personnellement, c'est un petit côté qui m'a un petit peu aussi dérangé. Mais bon, là j'ai trop parlé du négatif, je vais parler un petit peu du positif. Alors, niveau histoire, bon, c'est un petit côté négatif quand même, hein, je vais pas vous mentir. Il y a quelque chose qui m'a un petit peu gêné,
c'est qu'on est passé d'un format de 26 épisodes à 13. Après, je comprends la logique d'Ankama parce que c'est quand même une saison 3 qui demande assez d'accrochage, parce que si vous zappez un épisode, vous aurez du mal à savoir ce qui s'est passé, etc. Un peu à la manière d'un Final Fantasy, si vous ne suivez pas l'histoire, vous allez être paumé 2 heures après, même pas. Et honnêtement, j'ai été quand même assez surpris et agréablement surpris, parce que si vous voulez, dans ces 13 épisodes-là, on voit bien qu'il y a eu une amélioration, en fin de compte, dans la façon dont se déroulent les épisodes, en fin de compte. Surtout d'ailleurs l'épisode 5, les Yop se cachent pour pleurer, ça c'était mon combat préféré, et c'est d'ailleurs mon épisode préféré du moment, donc sur toute la saison justement de Wakfu, enfin, sur toute la saga Wakfu justement, c'est mon épisode préféré, hein. Donc voilà, c'est vraiment une grosse amélioration déjà qu'il y a eu au niveau des graphismes, au niveau des effets spéciaux qu'ils ont fait, au niveau des personnages également, au niveau scénaristique, parce que de base j'étais censé parler de ça, mais j'ai un petit peu zappé et débordé sur un autre sujet. Niveau scénaristique, ils ont un petit peu plus concentré ça sur l'histoire principale et non fait des épisodes sur des histoires secondaires. Sauf que là, l'avantage qu'il y avait, c'est que les épisodes principaux étaient aussi présents pour justement développer une partie de la personnalité d'un personnage. Et donc, j'ai trouvé ça quand même bien. Même si c'est vrai que j'en aurais voulu un petit peu plus sur le bord, mais bon. Concernant ensuite, enfin, je sais plus ce que je voulais dire, c'était... Ah, j'ai zappé. Ça, c'est ce qui arrive quand vous avez justement trop de trucs à dire et qu'après, bah, vous savez plus quoi dire. Concernant justement les dieux, alors, enfin les demi-dieux, je voulais dire. Alors là, il y a un petit côté qui m'a un petit peu déçu, c'était notamment pour le côté Feka, parce que le collectionneur de slip, j'ai un petit peu... On va dire, j'ai fermé les yeux dessus, la première fois que j'ai vu l'épisode, mais la deuxième fois, quand je les ai re-regardés, je me suis dit, merde, c'est pas possible, on peut pas faire ça, on peut pas faire un Feka qui kiffe les slips juste pour ça en demi-dieu, c'est pas possible. Surtout, enfin, je sais pas, il y a énormément de Feka qui sont plus intelligents et plus matures que le gars qu'on nous a vendu. D'ailleurs, je sais même pas son nom. Je sais pas, par exemple, à la limite, même si genre Otomai dans les épisodes spéciaux, il nous disait par exemple, oui, je n'ai pas confiance en cette femme dans sa fratrie, en fin de compte, et dans sa cause. À la limite, Otomai aurait très bien pu se dire, je vais leur laisser une chance et je vais essayer de voir moi-même ce qu'ils veulent faire. Puis après, je me décide vraiment si je reste ou pas, tu vois. À la limite, j'aurais compris ça, surtout qu'on nous a dit qu'Otomai était le fils de la déesse Feka. Donc là, il aurait eu une raison valable d'exister. Même s'il veut faire le bien ou autre, il aurait très bien pu partir dans la dimension de repos en tant que membre de la fratrie, pour justement essayer de comprendre un petit peu le tout, parce que je vous rappelle que c'est un petit peu la spécialité de Feka, hein. La spécialité des Feka, en gros, je résume vite fait pour ceux qui dorment au fond, c'est par exemple, on va essayer de comprendre ce qui se passe pour mieux identifier une menace, pour mieux comprendre pourquoi elle est là, en fait. Enfin, en gros, c'est un petit peu ça l'idée. Et moi, personnellement, j'aurais pas été contre cette idée de mettre Otomai en tant que personnage de la fratrie, mais pas à durée indéterminée. Lui, il aurait vraiment une durée... Enfin, dans l'épisode, dans le scénario, il aurait bien sûr pas dit qu'il allait se barrer à un tel moment, mais il aurait pu genre faire semblant, tu vois. Ça aurait été pas mal. Il y a énormément de choses qu'il a améliorées dans cette saison 3, et moi je pense quand même que même si il y a eu énormément d'incohérences scénaristiques, ça reste quand même une très très belle saison. Et franchement, j'encourage Ankama à continuer, même si j'avoue que j'ai un petit peu mal digéré le petit côté recyclage d'effets et de scènes, parce qu'il y en a eu malheureusement, et tu peux pas demander un crowdfunding enfin justement, tu peux pas faire un crowdfunding en obligeant, enfin c'est même pas en obligeant, c'est en demandant la communauté de participer
au projet de la saison 3 si derrière tu recycles des scènes qu'il y a eu dans la saison, enfin dans les saisons précédentes. Là par exemple, je dis une bêtise, dans l'épisode 11, vous voyez à la fin de l'épisode quand il y a Yugo qui charge au repos pour commencer le combat final juste avant qu'il se fasse absorber dans le corps de repos, et ben la scène quand Yugo charge au repos, c'est exactement la même que dans l'épisode spécial 3, le Mont Dragon, quand il y a Yugo qui charge au Grest avec les Dofus, sauf que c'est juste l'image qui est inversée au fait. Et il y en a pas mal des trucs comme ça, hein. Déjà même dans l'épisode 12, non c'est dans l'épisode 11 pardon aussi, d'ailleurs l'épisode que j'appelle l'épisode recyclage parce que il y en a eu vraiment beaucoup dans cet épisode. Lorsque Gul'thar attaque au repos, on voit qu'il fait exactement les mêmes pas d'action que dans la saison 2 quand il combat Rushu sous sa forme gigantesque et que Rushu lui balance des boules de feu dans la figure au fait. Il va en couper une, puis une deuxième, puis après il va sauter sur un truc en faisant un petit coup de recul, hop, et après je mets un petit coup d'épée qui lui coupe un petit peu la barbe. Ça c'était la description de la scène dans la saison 2. Et bah dans la saison 3, c'est exactement la même description, sauf que c'est pas des boules de feu, c'est les petits orbes bizarres qui créent des portails à la Yugo, et sauf qu'à la fin, quand il met le dernier coup d'épée, il les détruit tous d'un coup. Donc j'avoue que c'est pas terrible de nous demander de participer à cette saison 3 si derrière il y a du recyclage d'anciennes scènes justement pour ça en fin de compte. Moi j'ai plus l'impression que tout le budget de la saison 3 est clairement passé dans cet épisode 5 qui est riche en effets spéciaux. Mais vraiment quand je dis riche en effets spéciaux c'est vraiment genre ils ont dû faire énormément de dessins pour amener tout ça mais bon. Donc personnellement, moi je vais passer maintenant à ma petite note que je mettrais si j'étais en train justement de juger clairement, d'ailleurs c'est ce que je suis en train de faire indirectement en disant d'ailleurs mes petits avis sur cette saison 3. C'est que moi personnellement je mettrais un 6 sur 10 parce que même si niveau dessin elle est excellente, niveau scénario elle est vraiment pas mal, tu peux pas vendre un scénario où les mimiques des personnages sont exactement les mêmes que dans les saisons précédentes, surtout si tu demandes à ta communauté d'investir, enfin justement de participer au financement de cette saison. Moi c'est ce qui m'a vraiment dérangé et je pense qu'à l'heure actuelle beaucoup de personnes seraient d'accord avec moi pour dire que cette saison 3 a été quand même assez plate là-dessus en termes d'originalité au niveau des dessins, enfin pas des dessins mais au niveau de l'action des personnages, de leurs mouvements, de leur façon de se battre. Et vraiment ça m'a pas mal dérangé. Donc voilà, c'était pour ça que je mettais justement ce petit 6 sur 10. Mais je vous conseille quand même de la regarder, hein, enfin même de la re-regarder, hein. Il y a vraiment pas mal de choses à en dire dessus. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire en général pour cette saison 3. D'ailleurs, ah oui, non, c'est pas terminé, restez les petits. Parce que justement, j'allais oublier de parler du personnage principal, qui est Oropo. Alors, Oropo, c'est un... Enfin, je redis un petit peu ce que c'est. Alors, Oropo, il y avait un petit passage qui m'a fait énormément rire, c'est notamment dans les débuts de la saison. Que tout le monde en fait croyait que Oropo était un Xelor parce qu'il avait des pouvoirs sur le temps, notamment avec ces fameuses bulles temporelles que l'on voit à l'épisode 3, avec les sortes de petites noxines bizarres sous forme de hibou que l'on voit également dans l'épisode 3. Et en fin de compte, c'est pas du tout un Xelor et ça m'avait vraiment fait rire parce que tout le monde y a cru vraiment jusqu'au bout. Donc je sais pas si c'était voulu de la part d'Ankama, mais franchement vous avez bien géré votre coup pour ça. Et après, là c'était le petit côté positif sur Oropo, mais après il y a un petit côté négatif que je trouve d'ailleurs qui contient un point majeur du côté négatif concernant l'effet de puissance de Oropo, en fin de compte. J'ai trouvé ça un petit peu abusé, le fait que Oropo soit détenteur de dégâts cubes
J'hésite à l'appeler Heliocube parce que maintenant que je vous ai expliqué pourquoi, est-ce que ça aurait été vraiment un Heliocube de propre à Oropo et pas l'Heliacube que l'on a connu dans cette saison 2. Et bah voilà quoi, il y a ouais, enfin je sais pas comment vous dire ça, mais niveau puissance ça a été un petit peu abusé quand même. Et d'ailleurs j'ai même pas trop bien compris parce que on voit à la fin Yugo qui est fusionné dans l'épisode 12 à Oropo. Donc du coup il gagne un peu plus de puissance. Oropo possède l'Heliacube et les Dofus. Donc il utilise ces puissances là pour justement se renforcer. Mais il y a un petit côté qui m'a gêné, c'est notamment le fait que Oropo est insensible aux attaques d'épée, donc avec une arme particulièrement tranchante de Gulthard. Il prend aucun dégât avec ce coup là, tandis que Tristepin, qui n'a plus sa forme divine en mode normal avec son gros Rubilax, arrive à lui briser son bouclier et à le frapper sans contrepartie. Et ça m'a vraiment gêné parce qu'on voit carrément Gulthard sous sa forme divine, qui est environ 100 000 fois plus balèze que Tristepin sous sa forme normale, qui se fait prendre, qui se fait défoncer en fin de compte, Gulthard. Donc c'est assez bizarre. Et donc il y a un petit problème niveau puissance dans les personnages. Déjà notamment même Tristonion, d'ailleurs on le voit quand Evangeline accouche avec l'aide de Dameko, on voit carrément l'esprit du bébé qui est dans son ventre encore, vu que ça va être un Yop. Et c'est même un Yop vu qu'il il est né. Hein. On le voit mettre en PLS littéralement au repos, juste en gueulant. Enfin, pas l'enfant en gueulant, mais en faisant mal à Evangeline, et Evangeline absorbe ses pouvoirs de dieu Yop pour justement essayer d'accoucher. Donc en fait c'est un transfert de puissance mais qui se déroule dans le mauvais sens. Je sais pas comment je pourrais expliquer ça, mais en gros j'ai l'impression que Evangeline a récupéré les pouvoirs temporaires du dieu Yop au moment de l'accouchement pour accoucher d'un esprit encore plus puissant que celui du dieu Yop. Et cet esprit là, qui est encore bébé, donc il a même pas encore connaissance de ses pouvoirs, arrive à mettre en PLS un être supérieur comme Oropo, qui est censé être le roi dieu vu que c'est Yugo, qui possède un Heliacube et les Sidofus. Il arrive à le mettre en PLS, mais comme ça, c'est pas logique. Il n'y a pas d'explication logique pour ça en fin de compte. Et moi personnellement je comprends pas. À part si c'est le dieu Yop de Grosse Maga qui fait 30 mètres de haut et qui a une puissance badass, non je comprends pas. Et puis même si c'était le cas, je suis désolé, c'est un bébé, le gars il va pas te mettre en PLS juste en gueulant. Quoique, il y a certains bébés, ils font mal aux oreilles quand même. Donc voilà pour cette petite vidéo review de cette saison 3. Donc bien sûr c'est mon avis, hein, n'hésitez pas à le commenter, me dire justement dans les commentaires ce que vous en avez pensé, avec votre petite note sur 10. Moi personnellement je vous rappelle que c'était un petit 6 sur 10 pour moi, parce qu'il y a énormément de choses à reprocher à Ankama pour cette saison 3, même s'il y a eu vraiment beaucoup de positifs et pas mal de négatifs, encore un petit 6 sur 10, j'aurais plus tendance à dire 5, mais là je vais être gentil, je dis 6. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui portera sûrement sur les Ojinac, puisque je vais en faire une vidéo découverte. Et je vous dis, portez-vous bien tout le monde, tchuss!